Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, le point sur la séance du jour à la mi-journée durant une demi-heure. Et puis la grande édition du soir à 17h, 1 heure pour revenir sur les grands enjeux et les grandes tendances du moment. Au sommaire de cette édition, les opérateurs de bourse attendent à 14h30 le chiffre des prix à la consommation aux États-Unis après un chiffre des prix à la production conforme aux attentes au mois d'octobre. En attendant, l'inflation en Chine progresse. De son côté, les prix à la production ont progressé de 13,5% sur un an au mois d'octobre, en lien avec la flambée des prix des matières premières, mais aussi en lien avec les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Les prix à la consommation progressent de leur côté de 1,5% sur un an au mois d'octobre. Toujours, nous reviendrons en plateau sur les inquiétudes autour de cette inflation. Et puis en Chine, toujours la chute de plus de 30% du promoteur Fantasia Holding Group à la bourse de Hong Kong. Rappel aux investisseurs occidentaux, le risque immobilier chinois, et ce alors que le géant Evergrande fait face à une nouvelle échéance de paiement de 148 milliards de dollars ce mercredi. La question du risque immobilier chinois qui se pose d'autant plus que la Fed pointe finalement ce risque dans son rapport de stabilité financière après avoir dans un premier temps considéré que la situation ne présentait pas de risque pour l'économie américaine. On en parlera également en plateau. Et puis nous évoquerons la situation des marchés actuellement alors que les différentes annonces et exercices de communication des banques centrales ces dernières semaines ont réveillé un peu de volatilité sur les marchés obligataires alors que les marchés actions, eux, voient leur volatilité au plus bas. En témoigne le VIX qui se situe actuellement aux alentours des 18 points. Nous commenterons cette situation avec nos invités en plateau. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Après avoir frôlé une 9e séance de hausse d'affilée, la Bourse de Paris réitère pour une séance sous le signe de l'attentisme. L'envolée des prix à la production en Chine pour le mois d'octobre nourrit les craintes quant aux tensions inflationnistes et leur impact sur la reprise économique. Ils bondissent de plus de 13% sur un an, soit le rythme le plus élevé depuis 1995. Un bond du fait de la flambée des prix des matières premières, cumulée aux perturbations dans les chaînes de production, elles-mêmes liées à la crise de l'énergie. Les prix à la consommation ont quant à eux augmenté de 1,5% sur un an, un inédit depuis septembre 2020. Cet après-midi, il sera d'ailleurs question d'inflation avec la publication aux États-Unis des prix à la consommation. À noter que ceux à la production y ont atteint un pic de près de 11 ans. Et puis les tensions ne s'amenuisent pas du côté du secteur chinois de l'immobilier alors que sa cotation reprenait aujourd'hui à la bourse de Hong Kong. Le promoteur Fantasia Holdings Group chute de 36%. Evergrande, pour sa part, doit s'acquitter ce jour d'un versement de 148 millions de dollars, suivi d'un autre paiement de 255 millions le 28 décembre. Dans leur ensemble, les places asiatiques reculent. Aux États-Unis, les contrats futurs évoluent en ordre dispersé. Sur le plan du pétrole, les cours inscrivent leur 4e hausse consécutive avec un gain de 0,6%. Total Energy est en nette progression. Alstom décolle après l'annonce d'une hausse de son chiffre d'affaires et d'un carnet de commandes qui s'étoffe. La marge d'exploitation ajustée a en revanche nettement reculé. Crédit Agricole recule avec des revenus en hausse. La Banque Verte a vu son résultat net progresser de plus de 43% sur un an. Arkema progresse. Le chimiste français relève encore ses prévisions de résultats pour 2021. Et puis EDF publie son chiffre d'affaires en hausse de près de 16%. Sa production nucléaire en France progresse dans un contexte de prix élevés. Il confirme l'ensemble de ses objectifs. Voilà, c'était Tendance, mon ami, donc le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposé par Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance sur le CAC 40. Le CAC 40 qui temporise avant le chiffre de l'inflation en début d'après-midi. Un CAC 40 qui recule de 0,27% à 7024 points. Et pour commenter cette séance boursière à la mi-journée, nous avons le plaisir d'avoir deux invités sur le plateau de Smart Bourse. Marie Delessac, bonjour.
Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management et à vos côtés, Laurent Denise est avec nous également. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directeur des investissements de Odo BHF AM. On va peut-être commencer avec vous, Marie de Lessac, et on va réagir à cette actualité chinoise. Il y en a deux qu'on a mis en avant en introduction. Tout d'abord, l'inflation chinoise qui montre quand même une différence assez importante entre d'un côté les prix à la production qui ont flambé de plus de 13% et les prix à la consommation qui eux restent à plus 1,5%. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence et comment est-ce qu'on analyse cette situation chinoise? Alors effectivement, vous le disiez, hein, les prix à la production ils montent de plus de 13,5% ce matin. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'ils sont largement supérieurs aux attentes puisque les investisseurs attendaient une hausse de 12,3%. Donc c'est principalement dû à des disruptions temporaires, hein, donc les pénuries énergétiques et les prix des matières premières qui se sont envolés. Les CPI, les prix à la consommation, eux, c'est aussi une hausse supérieure à ce qui était attendu. Bien sûr, oui. Mais ça reste sur des niveaux finalement assez faibles, à plus 1,5%. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand même le premier mois de hausse après 4 mois de baisse. D'accord, oui. On a peut-être un début de transmission effectivement des prix à la production vers les prix à la consommation, mais qui reste quand même très contenu. On a un écart entre les deux qui n'a jamais été aussi élevé. Et cette hausse des prix à la consommation, elle vient d'ailleurs principalement de la hausse des prix de l'énergie. Hein. Donc c'est par là que se fait le canal et c'est amplifié en plus par un effet de base en fait par rapport à l'année précédente. Bien sûr, qui fait que ce chiffre augmente. Donc il faut savoir aussi que cet effet de base, il va s'amenuiser au fur et à mesure du temps qui passe. Hein. Donc ça va peut-être diminuer aussi cet effet dans les prix à la consommation. Et après, dans les prix à la consommation, on a les prix des denrées alimentaires. Et là, on a deux effets un peu contradictoires, qui est le prix du porc qui est en baisse. D'accord. Et ça, c'est toujours très important dans les prix à la consommation en Chine. Et le prix des légumes qui est en hausse. Et là, c'est aussi un effet plutôt temporaire parce que ça vient plutôt de mauvaises conditions météo. D'accord, donc pas forcément en lien avec la croissance chinoise ou avec la situation économique, mais peut-être plus avec une situation agricole, en fait. Exactement. Là où il faut regarder, où ça peut avoir des conséquences pour la suite, c'est qu'effectivement, dites la croissance chinoise, elle est faible en ce moment, elle ralentit, et donc si l'inflation progresse, ça peut éventuellement mettre un peu le doute du côté de la Banque centrale chinoise pour intervenir et soutenir l'inflation. Parce que je pense que le défi pour l'année prochaine pour la Chine, c'est justement d'éviter un atterrissage trop brutal de sa croissance, quitte s'il le faut à intervenir. Un petit point quand même d'explication, prix à la production qui flambe de plus 13,5%, prix à la consommation qui progresse de plus 1,5%. C'est pas forcément évident de ne pas comprendre pourquoi les prix à la production ne sont pas automatiquement répercutés sur les prix à la consommation. C'est pourquoi? Parce que la Chine est un grand pays exportateur et donc du coup cette inflation elle l'exporte dans d'autres pays? Tout à fait. Alors effectivement, c'est moins important aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans, mais la Chine reste quand même un pays exportateur. Et donc effectivement, cette inflation, elle est plutôt exportée. Et d'où aussi l'intérêt, j'allais dire, des investisseurs internationaux pour ce chiffre de prix à la production en Chine, c'est quelles conséquences ça peut avoir sur l'inflation dans le reste du monde. Après, à côté de ça, effectivement, il y a pas de... Les prix à la production, en fait, ils ont été très contenus. Ça, c'est ce qui est intéressant pour la Chine sur les biens de consommation durable. Donc, c'est vraiment très localisé sur tout ce qui est énergétique, matière industrielle, minier, la production de charbon et ces choses-là, et pas trop sur les biens de consommation durable. Alors, on reste en Chine et toujours avec vous, Marie de Lessac, où on a évoqué également ce risque immobilier chinois. Bon, les investisseurs l'avaient toujours en tête, hein, évidemment, mais il revient un petit peu sur le devant de la scène avec cette chute de 30% de Fantasia à la bourse de Hong Kong, cette nouvelle échéance pour Evergrande, donc 148 millions de dollars. Alors Evergrande qui a quand même réussi à lever une partie de cet argent, 124 millions quelques jours du coup avant cette échéance. Mais ce qui est important de noter, c'est que quand il y a eu le scandale Evergrande, Jérôme Powell, président de la Fed, a dit ça n'aura pas d'impact sur l'économie américaine, pas d'inquiétude. Mais là, dans le rapport de stabilité financière de la Fed, ça devient un risque pour l'économie américaine et potentiellement
l'économie mondiale. Comment est-ce qu'on interprète du coup ce changement un petit peu de discours de la Fed ? C'est effectivement assez nouveau cet avertissement émis par la Fed sur la fragilité du secteur immobilier chinois. Et ce qu'on voit ce matin, en fait, c'est donc Fantasia, ils ont repris leur cotation après 6 semaines de suspension parce qu'il y a 6 semaines, ils n'ont pas pu payer une de leurs échéances, donc ils ont fait défaut et donc ils ont été suspendus. Effectivement, aujourd'hui, ils reprennent, ils sont en baisse de 36%. Ceci étant, on a eu aussi ce matin des nouvelles sur un éventuel assouplissement des conditions d'emprunt des sociétés immobilières en Chine. D'accord. Alors, sans vraiment de détails sur où interviendrait cet assouplissement, hein, ils ont plusieurs règles à respecter, ce qu'on appelle les lignes rouges. Et donc, ça serait le ratio d'endettement, le ratio de dette sur la trésorerie court terme, des choses comme ça. Et peut-être que ça serait une de ces lignes rouges qui pourrait être assouplie pour permettre aux sociétés de se réendetter. Est-ce qu'on c'est un changement de message aussi du gouvernement chinois. Exactement. Pour le coup, c'est de dire parce que le premier message c'était un peu de dire il n'y a pas de too big to fail, et là finalement c'est de dire on va quand même un petit peu plus accompagner les entreprises. Je pense qu'effectivement ils veulent monitorer ce secteur qui est important, hein. Donc l'idée c'est pas de le sauver à tout prix, loin de là. En revanche il faut le monitorer pour toujours essayer d'éviter un atterrissage trop brutal de la croissance. On va rester avec vous Marie Delessac et on va regarder la volatilité maintenant sur les marchés obligataires et notamment aux États-Unis. On a eu une séquence de banque centrale alors il y a eu les annonces officielles, il y a eu les pré-annonces, il y a eu des exercices de communication. On se souvient du revirement un peu brutal de la Banque d'Angleterre. On s'attendait à ce que les taux soient relevés, ils n'ont pas été relevés. Il y avait ces anticipations de tapering et finalement ce tapering qui faisait pas forcément de doute. En revanche, on a vu la volatilité revenir un petit peu sur les taux obligataires. Oui, on avait perdu l'habitude presque. On sort de 2 semaines de scénario banque centrale avec une première semaine avec des tons pas très accommodants. On a eu la Banque du Canada qui a annoncé la fin un peu prématurée et de façon surprenante de son quantitative easing, éventuellement envisager des hausses de taux. En Australie aussi, ils ont une politique de taux cible qu'ils ont arrêtée. On a un chiffre d'inflation qui est sorti supérieur aux attentes. Leurs taux ont été attaqués, ils ne l'ont pas défendu. La Banque d'Angleterre parlait beaucoup. On attendait vraiment des hausses de taux, une hausse de taux. Oui, elle disait même qu'elle était obligée de monter ses taux. Et finalement... Et même la réunion de la BCE avait été prise de façon... Enfin, les taux avaient monté parce que Mme Lagarde n'avait pas vraiment défendu de façon très convaincante sa volonté de maintenir des taux bas très longtemps. Et puis après cette semaine-là, on est passé un revirement complet avec des discours très accommodants. La banque australienne, par exemple, oui, effectivement, elle ne défend plus son taux, mais en même temps, elle a dit qu'elle garderait ses taux bas très longtemps, probablement jusqu'en 2024. Au niveau de la BCE, Mme Lagarde est réintervenue, alors là, avec un peu plus de conviction pour défendre la politique monétaire de la BCE. La Banque d'Angleterre, vous l'avez dit, a surpris vraiment dans son mouvement de ne pas monter les taux, et la Fed a annoncé son tapering, mais vraiment comme attendu. Et M. Powell, finalement, a eu un discours assez accommodant aussi, disant qu'il était toujours très dépendant des données économiques qui sortiraient, mais qu'il faisait attention à l'emploi, à la croissance économique. L'emploi, on sait que c'est le deuxième objectif de la Fed, et on est pas revenu au niveau d'emploi. Il reste encore plus de 4 millions d'emplois pour revenir au niveau pré-crise. De février 2020, effectivement. Donc ça laisse du temps. Et si on ajoute 500 000 emplois par mois, on retournerait à ce niveau pré-crise au mois de juin. Ce qui finalement lui laisse ce délai-là de 6 mois pour prendre ses décisions. Mais du coup, on a eu un phénomène de hausse de volatilité sur les marchés obligataires parce qu'on voit que les banques centrales sont un peu dans l'incertitude au niveau de leur communication. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le prennent les investisseurs. Et ça va être un exercice difficile sur le début de l'année prochaine entre les chiffres d'inflation qui vont rester élevés et cette volonté de ne pas casser la croissance.
avec notamment une Fed et une BCE qui ont fait une revue stratégique et qui vont peut-être mettre un peu plus de poids sur la croissance et l'emploi et laisser plus dériver l'inflation. D'accord. Et donc être peut-être plus patient, notamment la Fed, pour monter ses taux. Donc moins contenir l'inflation pour soutenir la croissance de manière plus durable. Laurent Denys, quand on entend effectivement tout cela, on se dit que finalement ce chiffre de l'inflation à 14h30 ne devrait pas inquiéter grand monde sur les marchés, puisque les banques centrales se sont exprimées sur des horizons de temps longs, qu'elles répètent que c'est transitoire et que Jérôme Powell dit l'inflation, oui, très bien, mais je regarde également l'emploi. Donc est-ce que c'est de nature vraiment à inquiéter les marchés, ce chiffre de l'inflation à 14h30 ? Je ne crois pas. En revanche, pourquoi ? Parce que le consensus est finalement assez resserré par rapport à ces 5,9, 5,8 qui vont être constatés. En revanche, il va falloir analyser la composante de ce chiffre et savoir si les effets transitoires s'amenuisent ou pas, si effectivement les banques centrales ne sont pas en perte de crédibilité. Parce que ça a été évoqué par Marie, c'est quelque part le questionnement actuel. Est-ce que les banques centrales ne sont pas derrière la courbe, dans notre jargon ? D'accord. Ça veut dire, en fait, est-ce que finalement elles ne sous-estiment pas, pour des mauvaises raisons, l'inflation ? Pourquoi ? Parce que la Fed doit préserver la stabilité des marchés la stabilité de l'inflation et de l'emploi au travers justement d'un monitoring des marchés actions. La Banque d'Angleterre, c'est plutôt l'immobilier. Et puis en Europe, ce sont plutôt les spreads, la fragmentation du crédit et la stigmatisation. Ce sont plutôt les obligations italiennes ou grecques. Cet après-midi, effectivement, on va avoir un chiffre. Mais si ce chiffre confirme qu'on est dans un régime d'inflation un peu moins transitoire que prévu, on rentre dans une dynamique qui quand même devient problématique pour les banques centrales et qui en fait peut-être met en danger la politique future. Pourquoi ? Parce que tout simplement on peut avoir des effets de second tour. On est bien d'accord, les effets de premier tour, l'augmentation des prix de l'énergie, il y a un moment ça va se résorber. Mais même vis-à-vis de ça, la transition énergétique, et ça je pense que c'est sous-estimé par les investisseurs, génère en fait une inflation oui, ça va pas s'arrêter pour le coup. Exactement. Et il va falloir accepter que les prix de l'énergie vont augmenter de fait avec cette transition énergétique pour le coup. On ne passe pas d'une énergie, je dirais, ample, fossile, à une énergie plus réduite, volatile. Du jour au lendemain, ça va effectivement générer de l'inflation. Et puis, il y a des phénomènes de déglobalisation, de relocalisation aussi, qui vont créer effectivement une inflation. On parlait d'inflation importée. La Chine, en fait, était en avance du cycle, et donc, effectivement, on a les impacts aujourd'hui. La problématique de la Chine, parce qu'il faut quand même revenir dessus, c'est qu'on est à la limite là, du pacte social, c'est-à-dire en termes de croissance. Donc on va, et c'est vrai que c'est problématique, ces chiffres d'inflation, mais on va quand même avoir des mesures de relance qui vont pousser la consommation et peut-être justement dans ce canal de transmission voir un peu plus d'inflation en Chine et finalement un peu plus d'inflation au global. Et dans cette configuration, on a tellement injecté de liquidités. Et deuxièmement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même un choc de demande. On a une réserve d'épargne colossale et j'en viens au deuxième point qui est l'inflation de second tour. Les salaires, on va voir, avec la Fed d'Atlanta en fait mesurait des augmentations de salaires assez importante. Alors, dans certains secteurs d'activité, effectivement, pas dans tous encore, mais c'est vrai, mais au global, quand on regarde les gens qui quittent leur emploi, ça s'appelle les job switchers, en fait, on a une augmentation des salaires de 4,2%. D'accord. Ce qui est énorme. En Allemagne, parce qu'on peut en parler en tant que franco-allemand, en fait, les premières négociations, ça tourne entre 4 et 5% d'augmentation. C'est pas négligeable. Voilà. Donc on a quand même un momentum qui est en train de se mettre en place sur les salaires. Et le deuxième point fondamental, c'est la perception. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui peut amener une inflation un peu moins transitoire. La perception, elle est sur le prix des denrées alimentaires et puis sur l'énergie. Et là, on l'a vu en Chine, Marie en a parlé, mais c'est la même chose en Europe. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et on voit bien que les gouvernements réagissent de manière très forte. Ajouter à ça, donc, des politiques qui restent très accommodantes, un stimulus qui est en train de se mettre en place des deux côtés de l'Atlantique.
qui va se mettre en place en Chine, on n'a pas du tout un phénomène de stagflation, on a un phénomène de croissance qui s'amenuise, on a atteint un pic, mais une inflation qui commence à inquiéter. Donc, alors, pour le coup, ce chiffre, attention. Hein, quand même, si on regarde ce que vous disiez sur la perception, la perception, c'est forcément en lien avec la durée, finalement, de cette inflation qui progresse mois après mois, et peu importe ce que dira un président de banque centrale sur le fait que c'est transitoire ou non. C'est vrai, mais après, il y a quand même des effets de base qui vont s'amenuiser, notamment au niveau du prix de l'énergie. Donc, on va voir, on parlait aussi du chômage. En fait, il y a aussi un ajustement entre l'offre et la demande. Donc, effectivement, est-ce que cet ajustement va réussir à se faire ou pas? Et donc, en fonction de ça, on va voir si l'inflation se met en place de manière plus pérenne. Les banques centrales sont dans une équation assez complexe. Et la problématique, ce n'est pas la fin du tapering, ce n'est pas le moindre soutien, c'est, et Marie l'a bien évoqué, la hausse des taux. Quand on va avoir une hausse des taux, est-ce que ça peut casser la croissance? Est-ce que ça sera au pire moment? Est-ce qu'on ne va pas avoir effectivement ce phénomène d'inflation qui se met en place avec en plus un phénomène où on coupe la croissance? Et là, on se retrouve dans un paradigme, un environnement qui est beaucoup moins favorable. Bon alors, en tout cas, si on parle de croissance et qu'on regarde les marchés financiers, Marie, là pour le coup, il n'y a pas trop de situations complexes actuellement. On est à la hausse, on est sur des nouveaux records, que ce soit de part et d'autre de l'Atlantique. La question, c'est est-ce qu'on a 3, 4, 5 records d'affilée aujourd'hui et tout ça porté par une saison des résultats où en fait on parle de l'inflation, mais dans les chiffres et dans les comptes des entreprises, on se rend compte que ça n'a pas d'impact réellement aujourd'hui sur les marges des entreprises. Elles s'en sortent très bien vis-à-vis de l'inflation, les entreprises actuellement. Oui, effectivement. Alors pendant qu'on avait une volatilité sur les taux qui montait, à l'inverse, sur les actions, la volatilité baissait au mois d'octobre. Et c'est principalement dû effectivement à cette saison de résultats qui a été bonne. Alors il y avait beaucoup de questions en amont de la saison de résultats, notamment sur les marges des entreprises et comment elles intégraient la hausse des coûts de production dans leurs résultats. Et finalement, aujourd'hui, aux États-Unis, on a plus de 90% des entreprises qui ont publié. La hausse des résultats, elle est de plus de 40%. La majorité, évidemment, a publié au-dessus des attentes. Alors, c'est tiré beaucoup par les secteurs cycliques, hein, et le secteur financier s'en est très bien tiré parce que lui, en plus, n'est pas vraiment sujet à cette hausse des prix, à la production, donc a vraiment bien tiré son épingle du jeu. L'énergie aussi, et dans ce que nous disent la majorité des entreprises et dans les résultats qu'on voit, effectivement, elles arrivent à passer des hausses de prix pour la plupart et n'ont pas encore d'effet sur la demande. Donc la demande reste forte et effectivement, on est face aujourd'hui à un choc, pas seulement d'offres, l'offre diminue, mais on est aussi face à un choc de demande où la demande est très forte. Et donc dans ce contexte-là, notamment aux États-Unis, on a plus de 70% des entreprises qui ont révisé leurs anticipations de résultats à la hausse pour les prochains mois, ce qui est à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs trimestres. Et donc avec quand même deux risques à garder en tête que vous évoquiez, Laurent Denise. Le premier, c'est les négociations salariales au sein même des entreprises. Et le deuxième, c'est le moins de demandes d'un coup d'un seul, parce qu'une perception des prix qui serait plus apeurante presque pour les personnes qui veulent acheter, les consommateurs. Quel choix d'allocation, Laurent Denise, dans un contexte comme celui-là? Qu'est-ce qu'on fait? On va sur les entreprises et sur celles qui sont censées bénéficier le plus de l'inflation actuellement? Comment est-ce qu'on se positionne? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut choisir les sociétés qui sont capables de passer cette hausse de prix, donc en fait qui créent de la valeur ajoutée. Celles qui créent peu de valeur ajoutée vont se heurter vraiment à un environnement qui sera très peu favorable. Donc il va falloir effectivement bouger un petit peu les portefeuilles. Marie évoquait la séquence de résultats. Effectivement, quand on la regarde en détail, on voit que ce sont les sociétés cycliques en fait qui ont des croissances, des séquences bénéficiaires beaucoup plus importantes. C'est ce segment-là qu'il faut privilégier. Pourquoi? Parce que récemment, on a vu une baisse des taux, mais cette baisse des taux, elle est liée à des facteurs techniques aussi. Il y avait trop de spéculation sur cette hausse de taux. Tout le monde était trop positionné. Il y a une sorte de remise à niveau et on rentre quand même dans une orientation où les taux vont vraisemblablement monter. Donc, plus favorable aux cycliques. Nous, on surpondère les segments cycliques, les segments value, au détriment
de la croissance qui nous paraît un peu élevé. Les zones qu'on privilégie, c'est l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un momentum de croissance en Europe qui est lié en fait à une combinaison de facteurs liés à la réouverture, en fait, la vaccination de masse qui est extrêmement porteuse, un peu moins porteuse aux États-Unis. Donc d'abord l'Europe, on reste sur les États-Unis, essentiellement sur le secteur tech, notamment tout ce qui est software qui a des séquences de bénéficiaires autour de 15%. Donc là, ça vaut toujours le coup et ce n'est pas une hausse des taux en fait, qui va devenir problématique pour ces segments-là. Et puis attention aux marchés émergents. On a évoqué la Chine. Les marchés émergents retrouvent en fait des séquences bénéficiaires plutôt favorables, mais on est dans un environnement géopolitique de risque qui là demande de la patience. Voilà. Et sur les taux, on est dans un environnement d'érosion du capital. On est à 2% d'inflation, des taux à zéro. C'est simple, on le calcule actuariel sur 10 ans. C'est au Royaume-Uni, c'est 25% de votre capital si vous restez sur les obligations qui est détruit. C'est 10% en Europe, c'est 10% aux États-Unis. Voilà, donc action. Vous avez compris. Donc marché action. Vous avez compris ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire rester sur les obligations, en tout cas. Un mot également, Laurent Denise. Vous évoquiez tout à l'heure la transition énergétique, ces valeurs vertes qui avaient été vendues comme très résilientes durant la crise Covid. Dont on entend un peu moins parler aujourd'hui, avec certains qui disent même qu'il peut y avoir des bulles sur certaines d'entre elles. Comment est-ce que vous voyez ce secteur-là, cette thématique d'investissement ? Alors, je ne souscris pas du tout à la thématique de bulles, c'est pas vrai du tout. Pourquoi ? Parce que c'est une tendance séculaire qui est en train de se mettre en place. 1500 milliards d'euros estimés juste pour remplir les arguments en fait, de la COP21. Donc 1,5 degré d'augmentation, 1500 000, c'est colossal, des investissements importants. Et puis, des critères maintenant qui sont adoptés par tous les sélecteurs de fonds, des flux qui sont constants, et surtout des valorisations. Et là, je prends juste le paramètre E, environnement. Il y a une étude de la Banque de France que je vous invite à regarder, qui montre en fait qu'on a une performance des valeurs vertes nettement supérieure à toutes les autres valeurs, avec des valorisations qui restent extrêmement plus faibles que les autres. Donc, on se dit, il y a peut-être un problème. Est-ce que c'est pas lié à un problème spécifique de taille, de qualité croissance, etc. En fait, on a regardé en factoriel ce que ça donnait. Eh ben non, c'est pas le cas. Et donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a une opportunité. Et ben, c'est en fait la conséquence en fait de dépenses d'investissement qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train de créer de la valeur ajoutée sur ces sociétés. On est dans un potentiel de croissance qui va justement être généré par ces valeurs vertes. Il faut se positionner sur ces valeurs vertes. Et alors, pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on appelle une valeur verte ? Puisqu'effectivement, selon les notations qu'on peut avoir, alors là, ça peut différer d'une notation à une autre. C'est vrai, c'est un autre débat, mais on va dire qu'il y a un score E environnement qui est favorable. Donc effectivement, c'est par rapport à différents critères. Malheureusement, on n'aura pas le temps de développer, mais effectivement, c'est une excellente question et il faudrait le définir. Mais bon, on a compris quel était le terme, c'est-à-dire vraiment... Quels étaient les enjeux, en tout cas, des valeurs vertes. Marie de Lessac, sur cette question de choix d'allocation, du coup, Laurent Denise nous disait plus l'Europe, plus les cycliques. Vous partagez, du coup, cette vision ? Donc, on observe une position aujourd'hui plutôt de neutralité sur les actions pour acter effectivement la forte hausse qu'on a eu aujourd'hui, mais plutôt dans un environnement où on a envie d'acheter quand les marchés corrigent un peu. En termes géographiques, on a pour le coup nous remis un peu à niveau les États-Unis et l'Europe parce que en fait en termes économiques l'Europe a vu sa séquence de réouverture très forte et donc là on arrive en fait au pic un peu de croissance, de rebond de la croissance. On va rester sur une croissance forte alors qu'aux États-Unis ce pic de croissance est un peu derrière nous. Surtout au troisième trimestre ils avaient souffert de la nouvelle vague de Covid l'été et donc ils reprennent un petit peu sur ce trimestre-ci d'effets positifs de réouverture. Merci beaucoup Marie de Lessac. Je rappelle que vous êtes gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Merci également Laurent Denise, directeur des investissements de Oddo BHF AM. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h dans Smart Bourse sur Bismart.